Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. National adjoint à la CDPA. Il répondra aux questions des auditeurs sur le 22 46 19 05 96 50 34 36. C'est l'autre numéro. L'émission est mise en onde par Vincent Las Boga Koudoyor. Monsieur le secrétaire général adjoint Pascal Adogo, bonjour. Bonjour Pierre. Comment allez-vous? Bon, ça peut aller. Je sais que vous ne vous portez pas très bien. C'est la confidence que vous m'avez fait à l'entrée en studio. Est-ce que ça va pouvoir aller? Nous avons une émission d'1h30. C'est une question de foi. Ça va y aller. Ça va aller. Ok, je suis rassuré. Nous allons commencer cette émission en parlant du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Il se trouve actuellement en Arabie Saoudite où a lieu un sommet consacré à l'extrémisme et au terrorisme. Quelle est votre appréciation de l'engagement du Togo aux côtés des plus grandes puissances au monde contre ce fléau qu'est le terrorisme? Merci. D'abord, le terrorisme en soi n'est pas une bonne chose. Et tout le monde doit travailler à combattre le terrorisme. Parce que quand il y a terrorisme, personne n'est en sécurité, personne n'est en paix. Mais notre chef d'État, vous me l'apprenez, il est en voyage comme d'habitude. Le peuple n'est jamais informé de ces voyages-là. Il paraît que le Togo est engagé dans une coalition contre le terrorisme au Moyen-Orient. Tout ça me laisse songeur. Bon, M. Faure Gnassingbé à l'Impérium aujourd'hui, c'est lui qui dirige le pays. Je pense que pour lui, les priorités passent par là. L'indigence des Togolais, je ne sais pas s'il intègre dans ses analyses. Il n'est jamais là. Il ne nous écoute pas. Il ne s'occupe pas de nous. Mais il est le chef de l'État, c'est-à-dire le père de la famille togolaise. C'est une situation gênante. Très gênante. Mais peut-être que ça aussi, c'est ce que mérite le Togo, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas important, la lutte contre le terrorisme au niveau international? Vous savez que la sous-région ouest africaine est également menacée. Des pays pas très loin de nous ont été récemment frappés par les terroristes. Je suis d'accord, je l'ai dit d'entrée de jeu, que ce combat est un combat commun. Mais il faut reconnaître quand même qu'être dans une coalition contre le terrorisme au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui me fait rêver, négativement, je veux dire. Vous avez peur? Oui, c'est-à-dire que nos priorités, si on me dit que le Togo s'engage contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, dans une coalition, je comprendrais. Mais aller faire la guerre au Yémen, je ne sais pas. Le Togo est au Mali, vous le savez. Le Mali, c'est oui, l'Afrique de l'Ouest. Le Togo est au Mali. Apprenons à balayer devant notre porte. Et après, on pourra entretenir la ville. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la difficulté à votre niveau, c'est beaucoup plus que le chef de l'État soit à l'extérieur, aux côtés de ces grandes puissances, qui ne s'occuperaient pas assez des Togolais, c'est ça? Mais c'est ça, ils ne s'occupent pas. Ce n'est pas s'occuperait pas, ils ne s'occupent pas des besoins des Togolais. Vous savez, pendant 2 mois, je me suis refusé à parler pour observer le Togo. J'ai voyagé du nord au sud. J'ai vu les Togolais, le quotidien des Togolais. C'est triste. La souffrance des Togolais, la paupérisation, c'est une situation que je n'arrive pas à comprendre. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à l'hôpital Sylvanus Olympio, à la maternité. Je n'ai plus l'âge pour faire des enfants, mais j'ai observé les femmes par terre. Certaines accouchent même par terre. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on s'occupe de nous? Peut-être que notre chef d'État, en faisant ses multiples voyages, fait des levées de fonds. Mais on ne voit pas le résultat non plus. On a des raisons de s'inquiéter. Si au moins les résultats sont palpables, que ces voyages amènent quelque chose au Togo, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est pas On a comme l'impression, malheureusement, que notre chef d'État est dans la phase de la jouissance du pouvoir et non de l'exercice du pouvoir
pour donner le bonheur à son peuple. Pourquoi on parlait de jouissance? Mais la jouissance, vous savez, on peut occuper un poste rien que pour jouir de ce poste. Se permettre tout ce qu'on peut avoir, c'est quand même un chef d'État. Il peut voyager quand il veut, il peut aller ici et venir, il peut se donner tout ce qu'il veut, mais il ne s'occupe pas des réalités. Alors, s'il s'occupe des réalités, je crois même qu'après 11 ans, il sera très fatigué. Mais quand on est dans la phase de jouissance, il est tout à fait normal que bon, ben, on continue et qu'on réclame encore des mandats. Parce qu'on ne se fatigue pas, on ne s'épuise pas à la tâche, on ne colle pas aux difficultés du pays, on jouit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, est-ce que le constat que vous faites, s'il est vrai, cela ne voudrait-il pas dire que les difficultés qui sont celles de notre pays sont assez grandes et que les efforts qui sont faits par le chef de l'État, notamment en faisant tous ces déplacements-là, n'arrivent pas encore à sauter ou bien à combler les difficultés au quotidien des Togolais? Non, écoutez, notre chef d'État, M. Faure Gnassingbé, est l'héritier de son père. Donc le système politique qui nous gouverne depuis 50 ans est son système politique. Si pendant 50 ans, les problèmes du Togo sont tellement immenses que malgré ces voltiges de pays en pays, il n'arrive pas à les solutionner, on peut se demander pourquoi il continue de rester au pouvoir. Monsieur Pierrot, je vais vous dire quelque chose. Sur au moins un plan, M. Faure Gnassingbé a été honnête vis-à-vis des Togolais. Il a dit très tôt que son père biologique lui a dit de ne jamais céder le pouvoir. Ça veut dire qu'au niveau de M. Faure Gnassingbé ou de la famille Gnassingbé, le pouvoir est un rapt. Et ce rapt, c'est un rapt, comment je vais le dire? Quand vous parlez même de rapt. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir. Mais ils ne demandent rien aux Togolais à leur donner pour qu'ils restituent le pouvoir. Il y a une question que je me pose très souvent quand on évoque le pouvoir togolais et quand on évoque la famille Gnassingbé. Mais finalement, est-ce que c'est la famille qui est au pouvoir ou c'est un parti qui est au pouvoir? Non, écoutez, vous savez, si c'est un parti qui est au pouvoir, et si ce parti est plus fort que la famille, il n'y aurait pas eu un OPA sur le RPT. Et je vous ai dit dans ce même studio un jour que ce qu'on a mis à la place du RPT est une fiction. Ce n'est pas un parti politique. Cela veut dire que l'homme est plus déterminant que l'appareil. L'homme? Oui, l'homme Faure Gnassingbé, après son père, puisqu'ils ont fait un rapt du pouvoir, sans demander une rançon. C'est le mot que je voulais utiliser avant. Parce que les gens, quand ils font un rapt, ils ont pris le pouvoir d'État, ils pouvaient au moins poser la condition que si vous voulez reprendre votre pouvoir, peuple togolais, voilà la rançon que vous allez payer. Au moins, on se serait mis ensemble pour se cotiser et pouvoir payer. Mais là, ils n'ont pas posé de rançon. Ça veut dire que le pouvoir n'est pas seulement un pouvoir pris, mais c'est un pouvoir confisqué. Et quand le pouvoir est confisqué, et que le peuple togolais n'a pas de solution, et que la personne a été suffisamment honnête au départ pour vous dire « je ne vous laisserai jamais le pouvoir », et que ce pouvoir étant confisqué, et ils vont se le transmettre de père en fils, ben, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas me parler 50 ans après des difficultés énormes du Togo, que ces actions n'arrivent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Et ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Et ils devraient tirer les conclusions. Quelles devraient être ces conclusions-là? Les conclusions, c'est que l'homme est un être fini. En tout cas, sur son aspect physique. Et en tant que tel, quand on est un être fini, on doit pouvoir programmer les choses dans le temps. Après 10 ans, il s'est octroyé bientôt 15 ans. M. Faure Gnassingbé, à mon sens, a déjà donné le maximum de ce qu'il peut donner au Togo. Il doit se retirer.
Or, le postulat de départ, c'est de ne jamais céder le pouvoir. Vous convenez avec moi que si on dit il ne faut jamais céder le pouvoir, ça veut dire en aucun cas, sous aucun prétexte. Ça veut dire que les processus électoraux, c'est un leurre. Nous sommes en train d'aller aux élections, sachant pertinemment que les élections ne modifieront rien au statu quo. Si les élections doivent amener quelque chose, s'ils se rendent compte qu'ils sont coincés, ils sont capables également de sortir les dents. Et nous l'avons vérifié en 2005. Donc voilà le statut dans lequel le Togo se trouve. Et c'est ça notre problème. Donc le Togo a des problèmes. S'il a des problèmes et qu'on n'arrive pas à les solutionner, c'est la faute de celui qui n'arrive pas à les solutionner parce que c'est lui qui a créé d'abord les problèmes. Votre demande, c'est se retirer du pouvoir. Mais quand on regarde l'actualité récente dans le monde, le pouvoir, il doit être très intéressant puisque beaucoup ont montré ces dernières semaines qu'ils sont avides de pouvoir. Oui, donc se retirer, ça ne doit pas être facile. C'est pour ça que je vous parlais de jouissance tout à l'heure. Vous n'avez pas voulu le partager avec moi. C'est une question de jouissance. Parce que le pouvoir c'est tellement bon, c'est tellement moelleux, c'est tellement juteux, que bon, on peut tout se permettre. Alors là, ne me dites pas de me lever de mon fauteuil. C'est de ça qu'il s'agit. Et il a été suffisamment honnête pour nous le dire. C'est peut-être nous les Togolais qui nous trompons en pensant à cet instant qu'on peut faire ceci et cela et puis il va partir, il ne partira pas, il le sait. Et c'est pour ça d'ailleurs que les problèmes que vous avez évoqués, les problèmes de réforme, sont des problèmes qui sont là. Ils ne bougeront pas. On partira de dilatoire. On tombera en dilatoire, mais les réformes ne se feront pas. Parce qu'ils considèrent que faire ces réformes, c'est scier l'arbre sur lequel ils sont assis. Nous parlerons des réformes dans un instant, mais à vous écouter, finalement, on est comme dans une sorte de fatalité. Les Togolais, est-ce qu'ils doivent baisser les bras, croiser les bras, aller prier, dormir, parce que finalement, il n'y a pas de solution? Non. Vous savez, les partis politiques ont été créés. Et quand vous créez un parti politique, vous devez avoir une attitude qu'on appelle une attitude du politiquement correct. Ça veut dire quoi? Respecter les lois, conquérir le pouvoir par les urnes. C'est ça, un parti politique. Même si vous savez que ces lois sont iniques, et au Togo, ces lois sont iniques, mais vous êtes obligé de fonctionner de cette manière. Mais quel est le taux ou le niveau d'efficacité? Puisque aujourd'hui, ce n'est pas une question, le pouvoir n'est jamais en jeu. Alors, la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a une certitude, c'est que le pouvoir, il appartient au peuple. Il n'appartient ni à un homme, ni à un parti politique. Il appartient au peuple togolais. Aujourd'hui, si le peuple togolais prend conscience que son bien, non seulement a été enlevé, mais ce bien est confisqué. J'entends par là le pouvoir d'État. Il appartient au peuple togolais le jour où il sera convaincu d'aller le chercher. Maintenant, la question de savoir par quel moyen, je ne sais pas. Peut-être à l'aide d'une pelle mécanique, je ne sais pas. La question reste posée. Nous allons parler un peu des partis politiques, puisque à l'entame de cette émission, je faisais ce constat qui a été, ou bien je rapportais ce constat, un coup de gueule d'un leader politique qui comparait les partis politiques à de véritables ONG. Est-ce que c'est également le cas à la CDP? Est-ce que vous partagez, du moins d'abord, ce coup de gueule? Oui, on peut parler de coup de gueule, mais c'est l'environnement même du pays, la misère ambiante et la compréhension que malheureusement les Togolais ont d'un parti politique. Par définition pour les gens, un parti politique, c'est déjà un coffre-fort d'argent. Et que cet argent, il est disponible, on peut le distribuer. Alors que le parti politique au Togo, en tout cas pour ce que je sais, c'est nos petites cotisations et surtout des premiers responsables qui font que le parti vit. Et c'est pénible. Mais le militant de base ne le comprend pas. Il pense que les ordonnances de pharmacie de leur épouse, de leur enfant, les femmes qui ont accouché, le papa qui vient de décéder, etc. Tout ça, là, le parti politique doit venir à leur secours. Et c'est très difficile de leur faire comprendre le contraire. Mais il ne s'agit pas de leur vouer aux gémonies, mais de se dire, ils ont besoin d'explications. Notre pays a été perverti par le système RPT, devenu UNIR. Parce que très tôt, avec la présence du général Yadema, la manière dont il distribuait de l'argent pour pouvoir se faire coopter par les Togolais,
eh bien, a fait que finalement, les gens ont une autre compréhension de la politique. Pour eux, la politique, si on est là, les gens ont l'argent, il faut qu'on vous donne. Vous savez, quand nous allons sur le terrain pour les campagnes électorales, quand nous arrivons dans les milieux, la première chose que les gens nous demandent, tricot, foulard, casquette. Et si vous avez le malheur de n'avoir pas ça, et c'est souvent le cas pour nous autres, eh bien on vous dit, mais vous n'avez même pas de casquette, vous n'avez même pas de tricot, vous êtes pauvre, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Vous voulez prendre le pouvoir en étant pauvre? Donc, vous voyez qu'il y a une association entre la richesse et le pouvoir, qu'il y a une association, je dirais, malheureuse, mais qu'on a essayé d'inculquer aux Togolais. Cela provient du fait qu'on distribue de l'argent, particulièrement à ces périodes-là. Et les gens pensent que... D'ailleurs, la dernière fois, il y a un député qui me dit, bon, ben, je dis dans une assemblée que je suis député de l'opposition, les gens ont fait la main comme ça en disant, oh, vous êtes trop pauvres. Vous convenez avec moi que les gens pensent que c'est un coffre-fort, le parti politique. Alors que notre mission, c'est de former l'opinion sur le plan politique, d'avoir un projet de société, de vendre ce projet de société et de pouvoir, si on gagne les élections, le mettre en pratique pour le bonheur du peuple. Et pas pour une agence d'assistance sociale, malheureusement. Est-ce que c'est dû au fait que nous sommes des Africains et on sollicite l'assistance d'un proche? Et le proche, dans ce cas spécifique, c'est le leader du parti politique. Non, je ne pense pas. C'est que nous avons été pervertis. Notre société a été pervertie. Vous savez, nos parents, quand ils ont lutté pour l'indépendance du Togo, les partis politiques qui étaient créés ne distribuaient pas de l'argent aux gens. Au contraire, ils faisaient des levées de fonds pour pouvoir faire leur action. Et les Togolais avaient une compréhension nette de ça. Mais avec le RPT, l'animation politique, la distribution de l'argent, c'est clair que les gens ont une compréhension erronée aujourd'hui. Et on dit, vous êtes là. C'est comme si, même quand vous êtes dans votre voiture et que vous passez, on pense que non. C'est parce que vous êtes le secrétaire général de tel parti, c'est pour ça que le parti vous a acheté la voiture. Ils ne savent pas que non seulement cette voiture, vous l'avez obtenue au prix de sacrifice, mais que vous continuez à mettre dans la caisse pour le minimum d'action que nous menons. Mais c'est la société qui a été pervertie. C'est la société qui a été pervertie. Et notre boulot, à mon sens, c'est un boulot de sensibilisation. Pour faire comprendre, et je suis très heureux que vous me posiez cette question aujourd'hui, pour faire comprendre au peuple togolais que nous sommes dans une situation particulièrement grave. Le pouvoir d'État est confisqué. Nous devons faire en sorte que ce pouvoir d'État soit restitué et que les Togolais puissent en jouir. Et pour cela, nous devons faire beaucoup d'efforts. Et que leur attitude, qui consisterait à dire que rechercher le pouvoir d'État qui appartient au peuple est le travail des partis politiques, est une erreur fondamentale. Si on continue dans cette logique, nous aurons pris l'option de l'esclavage. Les rapports entre les partis politiques et les militaires, en réalité, quels doivent être-ils, ces rapports-là? Nous sommes en train de décrire un rapport qui, visiblement, selon vous, est perverti par le système en place. En réalité, quelles doivent être les bonnes attitudes des militants vis-à-vis des partis politiques et des partis politiques vis-à-vis des militants? Oui, écoutez, un militant, par définition, c'est quelqu'un qui s'engage pour faire triompher un idéal. Et les idéaux qui sont contenus dans la plateforme de son parti politique. Un militant n'est pas un prestataire de service. Or, pendant même la campagne électorale, les militants considèrent que c'est la saison pour gagner de l'argent. Donc, ils ne vont pas faire campagne par conviction. Ils ne vont pas faire campagne parce qu'ils sont convaincus qu'en mettant ce parti politique au pouvoir, leur sort serait amélioré. Mais ils se considèrent malheureusement des fois comme des prestataires de services avec qui il faut monnayer les services qu'ils rendent à leur parti politique. Vous convenez avec moi que si on est dans cette logique-là, c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a de par le monde certains partis politiques, mais qui ne sont pas réellement des partis politiques. Par exemple, les frères musulmans. Ils ont une attitude, c'est-à-dire ils pénètrent la société, ils font de l'assistanat, etc., pour pouvoir faire lever le peuple en leur faveur. Mais ce que je voudrais dire,
c'est que pour les partis politiques, si vous voulez pratiquer des choses comme ça, vous êtes obligé d'annexer à votre parti des mouvements de société civile, des ONG, pour aller au secours des populations. Or, voilà que nous sommes dans un pays où, quand on voit un leader politique qui, en dehors de ça, veut animer une organisation non gouvernementale pour aider les gens, on dit que ça, c'est une société civile politisée et on fait en sorte que vous ne bénéficiez d'aucune assistance. C'est la situation. Ça ne sait pas qui se meurt la queue. Mais ça arrange ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils ont la pactole ou ils ont un trésor de guerre. C'est le trésor du Togo. Et ils en font, ils en usent comme ils veulent. Ils évoluent. Bientôt, quand la campagne va sonner, actuellement, ils sont en train de se préparer dans les tiroirs à caisse, dans les tiroirs de nos départements ministériels, de nos directions générales. Ben, ils sont en train d'amasser les sous qui vont tirer le tiroir, ils vont partir avec les voitures, les véhicules de l'État pour faire campagne pour unir. Hein? Et c'est comme ça. Donc ils ont un trésor de guerre. Et quand ils arrivent dans leur milieu, parce que souvent, c'est ceux qui ont évolué un peu dans les milieux, qui sont directeurs généraux, ministres, etc., qu'on envoie sur le terrain pour aller convaincre. Et comme eux, ils ont tout ça là, eh bien, quand ils viennent dans les milieux, ils donnent l'impression que bon, il y en a à gogo, ils donnent à gauche et à droite. Mais le Togolais moyen ne sait même pas que cet argent-là, c'est cet argent qui doit servir à construire les dispensaires de son village. Pour que quand il va là-bas, qu'il ait accès au moins à la nivaquine. Quand vous parlez des directeurs de sociétés qui appartiennent à tous les Togolais, l'histoire politique du Togo, quand on se réfère à cette histoire-là, il y a eu des moments où, à partir des gouvernements d'union nationale, les opposants pouvaient avoir accès à la direction de certaines des structures de notre pays, mais les opposants n'ont pas voulu. Non, écoutez, je vais être clair avec vous. Quand M. Faure Gnassingbé est monté sur le trône, dans les conditions que nous savons, et je ne veux pas remuer le côté dans la plaie des Togolais, il a fait comprendre que son père, c'est son père, mais que lui, c'est lui. Au point que les gens ont pensé, et même la CDP a pensé, que bon, si c'est comme ça, bon, utilisons ce créneau pour normaliser la vie politique dans notre pays. Mais nous avons compris, à l'épreuve des faits, que ce régime est indécrottable. Le reste, c'est de la manigance. Ce régime n'offre aucune possibilité d'avoir des idées et de les faire prévaloir. C'est ça qui a amené la CDP à se retirer. Et aujourd'hui, on est très bien placé pour dire aux Togolais que tout ça, c'est des illusions. Si le pouvoir ne revient pas en jeu et que le plus méritant le gagne, on n'aura rien fait. Vous voulez revenir donc, là, quand vous écoutez. Donc, oui, pour terminer, ce n'est pas une question de... D'abord, demander aux gens qui sont actuellement avec le pouvoir, quelle société on leur a donné. On ne leur donne rien. On ne donne rien. Donc vous regrettez, quand on vous écoute là, vous regrettez la petite expérience de la CDPA dans un gouvernement national. Nous le regrettons. Nous le regrettons de la manière suivante. C'est une expérience qui nous a permis de comprendre que malheureusement, ce régime est infréquentable. Mais c'est un avantage, parce que ça nous a permis au moins de le savoir. Si bien que si quelqu'un vient gesticuler pour dire non, non, ça ne marchera pas. Quand vous parlez de... Quand vous utilisez le mot infréquentable, est-ce que ce n'est pas trop extrémiste? Non, ce n'est pas extrémiste. Parce que de toute façon, si vous êtes dans ce système-là, aucune idée lumineuse ne sera prise en compte. Elle peut être lumineuse n'importe comment, elle ne sera pas prise en compte. Parce que les gens sont dans la logique de la conservation à tout prix du pouvoir. Donc, nous, aujourd'hui, on est bien placés pour dire aux Togolais que ce régime n'est pas fréquentable. Il n'est pas fréquentable parce que si vous le faites avec eux, ils ne vous donneront aucune possibilité d'exprimer
des nouveautés, d'exprimer, d'impacter positivement la gouvernance du pays. Et vous avez finalement le sentiment d'être une âme en peine en train d'errer. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous parlions des rapports entre les partis politiques et les militants de ces partis politiques. Revenons à ces rapports-là. En réalité, dans les partis politiques, quelles doivent être les attitudes, les bonnes attitudes des militants et sympathisants? Non, les militants et sympathisants d'un parti politique doivent être des gens engagés au profit de leur parti politique pour faire triompher leur idéologie. C'est un exercice de sacrifice. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas encore le cas chez nous. Mais nous ne désespérons pas que demain, ce sera meilleur et que les militants comprendront qu'ils sont là comme des combattants, au front, combattants pacifiques, mais des combattants pacifiques, mais au front pour pouvoir faire triompher leur idéologie. Ils doivent travailler avec désintéressement et faire avancer les choses. Les responsables des partis politiques aussi en retour doivent être très attentifs à tout ce qui se passe. Et il faut toujours donner le sentiment aux gens qu'eux aussi, ils participent à la prise de décision, à la vie du parti. C'est un exercice difficile parce que si vous arrivez sur le terrain, si 6 mois après vous retournez, les gens vous disent on ne vous a pas vu il y a 6 mois, donc ils pensent que... Voilà. Et au Togo aujourd'hui, nous avons des types de militants, comment je dirais, sont des militants polypartistes. C'est-à-dire qu'ils sont militants de tel parti, ils ont la carte. Un deuxième parti est passé, ils ont pris la carte. Un troisième parti est passé, ils ont pris la carte. Il y a aussi de ces spécificités au Togo. Ce qui fait que finalement, c'est une embryomanie difficile à décortiquer. Mais c'est ça aussi le Togo. Peut-être parce que le combat est trop long et les gens se fatiguent. Et ce faisant, comme on l'a dit très tôt, chacun cherchant des petites solutions à leurs problèmes, eh bien, il se positionne. Peut-être que quand il y en a beaucoup, on peut prendre beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que la situation que nous décrivons là ne fragilise pas quelque part l'action des partis politiques? Surtout que les militants ont du mal à cotiser pour les formations. Oui, mais comme je l'ai dit, c'est une pratique très difficile. Parce que les partis politiques sont fragiles. D'autant plus fragiles que même leurs actions aux yeux du peuple ne portent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous êtes un parti politique, vous allez aux élections, vous avez gagné, mais on dit que vous n'avez pas gagné. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans. C'est compliqué de persuader les gens de continuer à agir. Et comme il y a un niveau de pauvreté, de misère qui est très élevé, ça fait tout ça l'un dans l'autre, fait que une espèce de fatalisme, fatalisme que ça commence par prendre corps dans notre pays. Et moi je dis aux Togolais, nous n'avons pas le droit de le faire comme ça. Parce que ce faisant, nous aurons embrassé la servitude volontaire. Et ce serait dommage. Nous constatons là les difficultés des partis politiques, mais ailleurs, oui, on a constaté également que les partis politiques sont de plus en plus rejetés. Les populations ne se reconnaissent plus très souvent dans ces partis politiques. Exemple, oui, on a eu un président en France qui n'est pas d'un parti politique, on a eu un président aux États-Unis qui est venu bouleverser l'ordre établi. Et puis, il n'y a pas très longtemps, également, du côté du Bénin, on a eu un président, Patrice Talon, qui est venu comme ça. Est-ce que c'est un mouvement qui va se généraliser et atteindre éventuellement notre pays? Oui, disons qu'il y a 2 aspects, à mon sens. Quand vous prenez le cas de la France, c'est que c'est des partis politiques qui se sont usés à l'épreuve du pouvoir, dans une espèce de rotation. Et les peuples voient que ce soit l'un ou l'autre, ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Pour le cas du Bénin, c'est un cas qui n'est pas très éloigné de ça,
Mais cela dénote aussi le fait que l'individu qui est riche a de l'impact sur nos sociétés pauvres. On pense que cet individu qui est riche, quel que soit d'ailleurs le chemin qu'il a utilisé pour devenir riche, à partir du moment que c'est une vitrine, les gens ont même l'impression que c'est son argent qu'on va servir que pour pouvoir développer leur pays. Il arrive des moments où les gens pensent aussi que comme eux, ils sont déjà riches, eux ne vont plus voler l'argent du pays comme ceux qui sont là. Ça peut être une explication. Mais pour le cas du Togo, ce cas, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais je voudrais dire que le pouvoir n'étant même pas en jeu, un parti politique a les mains liées, puisque nous ne faisons qu'agir pour impacter sur les événements avec des lois uniques. Par exemple, moi personnellement, j'ai une défiance vis-à-vis de la loi de mon homonyme Pascal Bodiona. J'ai une défiance. Parce que c'est une loi qui malheureusement a émasculé la capacité des manifestations publiques. Monsieur Pierrot, imaginez un seul instant que j'ai un problème, ma communauté a un problème. Si je dois manifester ma colère ou manifester ma désapprobation, je dois écrire celui à qui je reproche des choses. Je dois lui écrire au moins 5 jours ouvrables francs. Cette personne, il prend tout son temps pour examiner sous toutes ses coutures ce qu'on a envie de faire. Ensuite, politiquement, ils agissent maintenant sur le système administratif pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues. On met toute une stratégie où il y a la carotte, le bâton, et à quelques jours de la manifestation, vous ne savez même pas si vous pourriez faire la manifestation parce que le maire n'a rien dit, et puis à la veille, il vous invite à dire que non, cette manifestation, vous ne pouvez pas la tenir, ou bien il faut prendre une telle direction. Mais pourquoi est-ce que vous faites allusion subitement à cette loi? Non, je fais allusion à cette loi, c'est pour vous dire que... Vous avez voulu manifester récemment et il y a eu des problèmes? Non, c'est systématique. C'est systématique. Et de telle manière que quand vous voulez manifester finalement, vos militants ne savent même plus si on peut manifester. On fait de telle sorte que les gens ont peur. On fait de telle sorte que les gens ont l'impression que la manifestation même est annulée. On fait de telle sorte que, avant même que les manifestants n'arrivent, les forces de sécurité envahissent les lieux, comme s'ils sont là pour empêcher la manifestation. Et tout le parcours qu'on vous aura défini d'autorité, c'est-à-dire des parcours qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez faire et l'impact que ça peut avoir. Toutes les rues adjacentes sont bloquées. Et tous ceux qui ont envie de l'extérieur pour venir faire le travail avec vous sont empêchés. Vous me dites que, moi je dis que bon, ben, c'est un problème. Mais on est obligé en tant que parti politique de fonctionner avec ces lois, même si elles sont iniques. Oui, je sais. Et c'est ça qui fait que on nous reproche qu'on n'est pas efficace. Je suis d'accord avec vous, Pascal Bodiona. Pascal, vous n'êtes pas Pascal Bodiona. Pascal Adoko, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites allusion subitement à cette loi, puisque nous sommes en train de parler des partis politiques et surtout de l'émergence des hommes nouveaux. Et on a fait allusion. Non, non, si j'ai dit ça, c'est parce que les gens ont tendance à dire que les partis politiques au Togo ne sont plus efficaces. C'est quelque chose, il y a une guerre idéologique qui est en cours. Vous avez fait allusion tantôt à l'argent. On a constaté que Donald Trump, il a beaucoup d'argent, et du côté du Bénin également. Et Patrice Talon, il a beaucoup d'argent. Emmanuel Macron, récemment, lui, il est riche parce qu'il est intelligent à ce qu'il paraît. Est-ce qu'il n'y a pas ce type d'homme au Togo? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire?
Non, mais en fait, je ne sais pas. C'est une question. Le peuple togolais est un vivier. Je ne sais pas si vous avez des milliardaires déclarés à part ceux qui sont au pouvoir. Je ne crois pas. Le système dans lequel nous avons fonctionné a empêché l'initiative de tout ce qui pouvait se faire de l'argent. Vous ne pourrez pas vous faire de l'argent en dehors du système. Ça, le général Adema a veillé à ça. Et ça continue. Mais les milliardaires du genre Patrice Talon, montrez-les-moi. Et qu'ils soient des gens autonomes par rapport au pouvoir, je ne crois pas. Voilà un peu la difficulté. Bon, mais peut-être que les gens ont des milliards, mais qu'ils ont caché soigneusement, et un matin, ils vont se lever pour le dire. Mais moi, l'exercice que je fais en tant que parti politique, c'est un exercice de sacrifice. Comment concilier mon combat avec des lois iniques que je ne peux pas éviter, c'est ça mon combat. Et je voudrais que les Togolais comprennent que ce que nous faisons en tant que parti politique, c'est un effort immense. Et nous avons besoin d'être encouragés. Et tout ce qui se dit de manière transversale pour décourager les gens, moi je les invite à ne pas y aller, à ne pas aller dans ce sens. Je leur dis, nous savons le type de combat que nous devons mener. Nous l'avons déjà dit, le pouvoir n'est pas en jeu. Nous faisons notre boulot parce que nous sommes des partis politiques et nous sommes assujettis à la loi. Si on n'avait pas créé des partis politiques, notre attitude serait différente. Quand vous dites tout le temps, et c'est pas la première fois que vous répétez ça, le pouvoir politique n'est pas en jeu, est-ce que c'est pas grave quand vous dites ça, puisque vous participez aux élections dans ce pays? Oui, mais écoutez, ce n'est pas grave. Parce que si M. Fogna Simbe, vous l'avez suivi en direct, à la télévision, à la radio, il a été suffisamment clair. Et j'ai dit, pour ça au moins il a été honnête avec nous. C'est nous qui n'avons pas tiré toutes les conséquences. Il dit, son papa lui a dit de ne jamais céder le pouvoir. C'est ce que vous dites de Fogna Simbe, ça... mais oui, c'est vrai ou c'est faux? C'est ce que vous dites de Fogna Simbe. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est ce qu'il a dit. À partir de ce moment-là. Je parle de votre attitude, de l'attitude des partis politiques qui participent. Et c'est ce que nous essayons de faire. Je sais que le pouvoir n'appartient pas à la CDPA, ni à l'ANC. Le pouvoir n'appartient pas à UNIR, ni à je ne sais quel parti politique. Le pouvoir appartient au peuple togolais. Si des gens ont estimé qu'ils l'ont confisqué, puisque en enlevant ce pouvoir-là, ils n'ont même pas posé de conditions. C'est sans rançon. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand quelqu'un fait un rapt sans rançon, c'est une confiscation. Et ils ont commencé à se le transmettre de père en fils. Mais nous devons tirer les conséquences. Mais ce n'est pas à moi, en tant que responsable d'un parti politique, de dire les conséquences que chacun doit tirer. C'est pour ça que j'ai dit, que ferait le peuple togolais demain, puisque le pouvoir lui appartient? C'est au peuple togolais de faire jouer son génie pour que le pouvoir soit en jeu. Vous avez dit tantôt que vous avez pris du temps pour sillonner le Togo, du sud au nord, et vous avez constaté beaucoup de misère parce que les Togolais ont des difficultés et tous les jours, quelque part, après 57 ans d'indépendance, dans un système partisan comme le nôtre, est-ce qu'on ne peut pas dire finalement qu'il y a un échec des partis politiques dans leur ensemble? Non, ce serait trop facile. Quand quelqu'un confisque le pouvoir d'État et l'exerce tout seul pendant 50 ans, et que vous n'avez même pas la possibilité d'influencer un peu ce qu'ils font, comme je l'ai dit tantôt, avec quelle responsabilité? La responsabilité entière appartient à ceux qui gouvernent notre pays et qui nous gouvernent mal. Vous savez... Est-ce qu'on n'est pas responsable quand on est en capacité d'influencer sur un groupe qui a confisqué le pouvoir comme vous êtes en train de le dire? Vous savez, je suis très angoissé à l'idée d'une confrontation violente au Togo. Et pour ça, l'exercice que je fais, même ce matin avec vous, c'est pour attirer l'attention de tous ceux qui pensent que le pouvoir d'État est un acquis et qu'on ne peut rien faire d'autre. Parce que le peuple togolais est désabusé. Il sait définitivement maintenant que le pouvoir n'est pas en jeu. Mais moi, je ne voudrais pas qu'il y ait des problèmes dans mon pays. Parce que quelle que soit la justification d'une confrontation violente, comme ce que nous avons connu en 2005 et peut-être plus,
Mais les secrets sont là, difficiles à résorber. Donc, vous ne pouvez pas me dire que je dois partager la responsabilité avec quelqu'un qui le fait en dehors, en dépit de tout ce qu'on lui dit. Aujourd'hui, vous avez dit tantôt dans votre éditorial que CAP 2015 et le groupe des 6 ont adressé des lettres aux députés pour les inviter à prendre leurs responsabilités, à témoigner leur amour pour leur parti, pour la patrie, pour faire des réformes urgentes. Ils ont reçu ce courrier. Mais vous avez vu déjà l'attitude qu'il y a eu la dernière fois à la commission des lois. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons comme peuple, tout ce que nous faisons comme parti politique organisé, quel que soit le taux et le niveau de volonté et de responsabilité que nous témoignons, les gens sont fermés à tout. Ils avancent, parce qu'ils savent que s'ils sont coincés, ils vont sortir les dents, c'est-à-dire la garde prétorienne. Nous parlerons des réformes politiques dans un instant, mais à partir de cet instant, nous allons donner la possibilité aux auditeurs de participer à l'émission. Nos numéros 22 46 19 05, 22 46 19 05, 96 50 34 37, 96 50 34 37. Un premier auditeur. Allô? Allô, bonjour. Il y a la capitale togolaise et le reste du pays. Et tout est mis en œuvre pour que le reste du pays ne bénéficie pas des idées qui se développent sur le plan politique. C'est comme si c'est des sans-alars qu'on a verrouillés et, comme il a dit, moi également je suis convaincu que cette bataille ne peut être gagnée que si nous avons accès aux populations à l'intérieur du pays. Et c'est l'un de nos combats. Il faut que nous comprenions en tant que parti politique qu'il pleuve ou il neige, quelles que soient les difficultés, nous devons réussir à imposer au pouvoir que les Togolais, quelle que soit leur localité, ont besoin et ont le droit à l'information. Vous arrivez à l'intérieur du pays, les radios, sous l'autorité des préfets qui jouent les tyrannos de village, ils disent qu'il n'y a pas de débat politique. Ce qui n'est pas normal. Donc, c'est un système fermé, des gens qui sont enfermés, et qu'on veut, après, à la période électorale, on va aller voir, leur distribuer des prébendes et leur dire de voter. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. J'ai même l'impression que certains d'entre eux ne savent même pas que le général Eyadema est mort. Ils pensent que c'est toujours lui qui est au pouvoir. Donc, notre peuple est en train d'être, je ne sais pas, traité comme des gens qui n'ont pas le droit d'ouvrir les yeux, de comprendre. Alors que le développement d'un pays passe par la capacité de chaque citoyen de comprendre la situation de son pays et de s'investir. Si les gens sont là, comme murés, ils ne peuvent pas participer au développement. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Je voudrais également lui dire que non seulement les radios et toutes les informations, mais écoutez, ce n'est pas partout que vous pouvez vouloir faire un meeting et on va vous laisser faire. À partir de Lomé, après Lomé, on donne l'impression aux populations, par l'entremise des préfets et de tous les prévôts qui sont là-bas, ils donnent l'impression que pour faire une manifestation, il faut avoir une autorisation. Alors que c'est juste une information. Et donc le chef de village te dit, lui n'a pas reçu d'autorisation de la part du préfet, donc vous ne pouvez pas agir. La vraie révolution que nous devons mener au Togo est une révolution culturelle. C'est une révolution de la communication. C'est une révolution qui doit faire en sorte que, quel que soit le recoin de notre pays, les gens partagent les mêmes informations que la capitale togolaise. Deuxième auditeur, allô? Voilà son inquiétude. Non, vous savez, dans ma posture d'homme politique, dans un parti politique légalement constitué, il y a des mots que je ne peux pas prononcer. C'est ça. Si je voulais prononcer certains mots, je ne devrais pas être adhérent d'un parti politique. Je lui dis tout simplement que le peuple
Chaque peuple a son génie. Et ce peuple, le peuple togolais, est ingénieux. Il trouvera les ressources nécessaires pour le faire. Mais il ne m'appartient pas à moi de lui dire faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Ils n'ont qu'à savoir seulement que leur pouvoir d'État est confisqué. Il n'y a même pas de rançon pour pouvoir dire on va racheter ça. Et comme il n'y a pas de rançon, il est confisqué, ils n'ont qu'à tirer les conséquences. C'est tout ce que je peux dire à monsieur, à Papa Sodjine. Bien, merci. Troisième auditeur. Allô? Allô? Oui. Bon. Non, je vais le rassurer. Ce n'est pas une démission des partis politiques. Je voudrais lui dire tout simplement que, en parlant des législatives, c'est des élections qui concourent à l'exercice du pouvoir. Et il sait très bien le nombre de voix que l'opposition a eu, mais il a vu également le rapport que nous avons à l'Assemblée. C'est-à-dire, on a plus de votants, mais on ne fait même pas le tiers de l'Assemblée nationale. Donc, il doit comprendre que la même logique pour la présidentielle est également reconduite dans les autres types d'élections. Je veux lui dire que la Gambie et le Togo étaient presque dans la même situation, on peut le dire. Mais il oublie très rapidement qu'en 2005, M. Faure Gnassingbé n'a pas gagné les élections. Mais la promptitude avec laquelle la CEDEAO est intervenue en Gambie jusqu'à obliger le président Jammeh à partir, c'est le contraire qui s'est produit au Togo. Moi, je revois encore l'image du président Olusegun Obasanjo, qui au départ était déterminé à faire partie de ce régime et qui après a fait volte-face parce qu'on lui a promis au Nigeria le Conseil de sécurité. Et voilà. Donc nous aussi, nous avons notre destin. Donc ce n'est pas parce que les Togolais ne sont pas braves, on fait des efforts. Il parle de fuite de responsabilité. Hein, oui, c'est pour ça que je lui dis, ce n'est pas une fuite de responsabilité. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas à un parti politique. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Si on va aux élections, si le peuple vote pour quelqu'un, mais on dit que ce quelqu'un n'a pas gagné, c'est la faute maintenant à qui? Le peuple doit comprendre que c'est son vote qu'on a confisqué. Mais si le peuple, pour le moment, n'a pas trouvé le génie pour imposer sa volonté à ceux qui ont confisqué le pouvoir d'État, nous leur faisons confiance. C'est une question de responsabilité. Les partis politiques n'ont pas des bataillons. Hein. Les partis politiques n'ont pas des chars. Les partis politiques n'ont rien. Ils n'ont comme allié que le peuple. Bien. Un autre auditeur. Toujours à la case départ. Non, écoutez, je veux leur dire que si on fait abstraction des forces armées, je ne pense pas que UNI pèse lourd. Hein. UNI pèse moins qu'une plume face aux partis d'opposition. Mais c'est qu'ils ont, par-dessus tout, les dents qui peuvent sortir le moment venu. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas une question, c'est pas une rhétorique, je veux ceci et on l'obtient. Si on veut ceci et on l'obtient, eh bien, je crois que le Togo serait comme un paradis. Mais on ne nous les donne pas et ils savent très bien. Ils savent très bien les efforts qu'ils ont faits. Ils savent très bien tous les efforts que nous faisons. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est une prise de conscience du peuple togolais. Vous savez, quand vous prenez le cas du Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que c'est les partis politiques qui ont agi? Non! Ben, les citoyens, tout ça, ce n'est pas les partis politiques. Ils étaient au deuxième plan. Donc, c'est le peuple qui prend sa responsabilité. On attend souvent ce que vous venez de dire. Le peuple doit prendre ses responsabilités, mais visiblement, c'est un peu comme si le peuple est devenu sourd. Il n'est pas sourd. Est-ce qu'il vous attend? Non, moi, je pense que le peuple n'est pas sourd. Le peuple est en train d'accumuler l'énergie nécessaire pour agir. C'est qu'une question de temps. C'est le signe du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'interpelle vivement le chef de l'État. Parce que s'il ne fait rien, le cinéma qui s'est passé à l'Assemblée nationale la dernière fois, qui montre clairement qu'ils ne veulent pas faire la réforme, qu'on peut s'amuser, mais ils peuvent le regretter. Ils peuvent le regretter. Un peuple
qui à un moment donné donne l'impression de ne plus parler, c'est qu'il est en train de ruiner. Et moi, comme je l'ai dit, je suis angoissé à l'idée de violence dans notre pays. C'est pour ça que je leur demande de faire en sorte que le problème soit réglé. Mais s'ils ne le font pas, ben, nous serons tous là pour le constater. C'est une prédiction. Une mauvaise prédiction. Oui, je ne suis pas fataliste. Mais, vous savez, quand vous étudiez l'histoire des peuples, c'est inévitable. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment que le pouvoir qui lui appartient soit confisqué par quelqu'un ou une oligarchie. Ce n'est pas possible. C'est inévitable. Alors, je sais pas quelle réponse il faudra donner, je sais pas. Non, je voudrais dire à madame que l'exercice est difficile. Il est très difficile. Notre régime, il a été qualifié en son temps par les organisations de droits de l'homme de régime de terreur. Et ça aussi, ça a eu lieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, quand on dit que c'est un régime de terreur, alors en ce moment, vous comprenez tout. Donc, ce n'est pas à moi de sortir mon lexique pour dire comment on peut qualifier ce régime. Nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017. Mais ça n'a pas changé. Oui, mais en fait... oh non, non, monsieur Pierrot... Quand on parle de terrorisme, est-ce qu'on est dans le cadre de terrorisme? Non, le terrorisme, il y a plusieurs types de terrorisme. Il y a le terrorisme d'État, et puis le terrorisme comme on le connaît. Est-ce qu'on est, justement, dans le cas du Togo, est-ce qu'on peut parler de terrorisme d'État? Est-ce que c'est pas trop fort? C'est pour ça que je dis, c'est pas à moi de sortir un lexique. Je sais que notre régime a été qualifié par les organisations de droits de l'homme de régime de terreur. Donc ça, au moins, c'est une vérité intangible que je ne peux pas faire bouger. Mais je dis, notre régime, il a cette capacité à se métamorphoser en fonction du danger. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis dans un studio, je suis en train de parler, c'est une avancée, ça on est d'accord. Encore que, je ne sais pas, si en sortant de ce studio, je serai toujours vivant, je ne sais pas. Non, mais non, ce que je veux dire qu'à ce niveau, il n'y a aucun problème. Mais, en même temps, je vous ai déjà dit, M. Pierrot, que si notre régime se sent en difficulté, il n'hésite pas à sortir les dents. Je ne sais pas si les auditeurs comprennent ce que j'appelle à sortir les dents. Vous savez, c'est-à-dire que ceux dont on use pour faire calmer les ardeurs. Et ce n'est pas ceux qui ont voulu protester la dernière fois contre la hausse du prix de carburant. Hein? Des manifestations bon enfant où les gens barraient les routes. Il a suffi pour qu'on sorte les kalachnikovs pour tuer des gens. Donc ce régime a cette capacité-là. Est-ce que c'est un régime démocratique? Non. Il n'est pas un régime démocratique parce que s'il l'était, il ne confisquerait pas le pouvoir d'État. Il nous l'a dit clairement. Et ça, j'insiste là-dessus. Et maintenant, si c'est un régime de terreur, bon, certains l'ont dit, les ONG l'ont dit. Aujourd'hui, est-ce que c'est un régime de terreur? Peut-être un régime de terreur avec une dose de policé. Oui, je vais tenter une petite réponse pour vous. Ce régime s'appuie sur une structure politique appelée UNI qui est une fiction. Et quand quelque chose est une fiction, ça veut dire que l'être de cette chose-là est en question. Qui vous voulez qui vienne au studio parler au nom d'UNIR? Tout au plus, quelques députés peuvent venir, mais ils viennent parce qu'ils sont des députés. Mais l'UNIR n'a aucune idéologie pour développer ce pays. C'est pour ça que c'est un magma où les gens sont là juste accrochés parce que, bon, ça permet de régler des problèmes, de ne pas être en difficulté avec le régime. Mais ils sont là-bas, mais ils n'ont pas de repères. Oui, justement, pour partir, M. Pierrot. Oui, allez-y. Oui, vous n'avez pas évoqué quand même le cas de Ascou. J'aimerais quand même demander à M. le secrétaire si le fait de décorer le major Kouloum, est-ce qu'il connaît les critères de décoration des gens? Et comment est-ce qu'on peut comprendre la décoration du major Kouloum à l'heure où nous prenons la réconciliation
et tout ça. Est-ce que ce n'est pas un échec? Voilà. Bien, merci, cher ami Ayivi. Non, je crois que la CDP a sorti, il y a environ une semaine, un communiqué dénonçant cette attitude du chef de l'État. Parce que pour nous, décorer le major Kouroum dans le contexte actuel est un affront au peuple togolais. Nous lui avons dit que ce qu'il peut faire de mieux ou de bien, c'est de lui retirer cette décoration. Qu'il donne la possibilité à M. Kouroum, soit de se faire innocenter, ou au moins de reconnaître qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien et de demander pardon. En ce moment-là, si on trouve qu'il mérite de la nation, on peut lui faire des décorations. Et moi, je vais vous dire une chose. C'est ce côté de duplicité du pouvoir qui se manifeste à travers tout ça. Vous demandez à Mme Awanana d'aller parler au peuple togolais, de chercher à réconcilier le peuple togolais par rapport, je ne sais même pas qui et qui se réconcilie. Et en même temps, celui que les gens considèrent à tort ou à raison comme le présumé bourreau, dans certaines circonstances, vous le décorez. Quel signal le chef de l'État veut donner par là? Est-ce que c'est une manière de dire que même si on doit se réconcilier, même si on doit distribuer des sommes d'argent aux gens, celui qui mérite d'abord de la nation, c'est le présumé bourreau? Je ne dis pas qu'il est bourreau, mais c'est les gens, c'est le rapport des Nations Unies qui ont cité son nom. Donc je pense que le chef de l'État fait tout pour que la réconciliation nationale échoue. Et chaque fois je dis toujours... Quel est son intérêt? Quel est son intérêt? C'est-à-dire, M. Pierrot, si ce peuple se réconcilie, parle le même langage, il réclamera son pouvoir. C'est la stratégie du diviser pour régner. Il faut qu'il y ait des gens pour lui et des gens contre lui. Alors, à quoi sert le Hachkroun? Mais c'est du cinéma. Je suis désolé. Le travail que Monseigneur Bariga a fait est un travail de qualité avec sa commission. Mais regardez comment on avilit ce travail. C'est pour ça chaque fois j'interpelle Mme Awanana pour dire, est-ce qu'elle est une victime ou une complice? Elle s'en va à Atakpamé pour dire aux gens, réconciliez-vous. Avec qui? Qui? Les victimes vont se réconcilier avec eux-mêmes. La dernière fois, même en Tunisie, en suivant les informations, M. Trabelsi, qui est le beau-frère du président Ben Ali, donc le frère de son épouse, eux là qui avaient monopolisé l'économie et tout le pays, lui a demandé pardon. Mais au Togo, la réconciliation dont on parle, il n'y a pas de coupable. Il n'y a que des victimes. Et on demande aux gens de se qui se réconcilie. Bien. Donc, je pense que c'est une faute. Et le casting qui a été fait pour mettre le major Kouroum dedans est une faute. La question, c'est de savoir, le chef de l'État en tant que grand maître de l'ordre du mono, est-ce qu'il veut garder cet ordre dans sa pureté ou bien il veut en faire le mot que je ne peux pas prononcer. Bien, on va retourner au téléphone. Je vais dire à M. Jabagos que je ne veux pas le rassurer. Autant il est confondu dans son esprit par rapport à la situation togolaise, je dirais que moi aussi je suis confondu, même si j'ai une idée très claire de la situation du Togo et je sais très bien par où ça passera. Je sais très bien par où ça passera. Mais le politiquement correct m'oblige à être dans ma posture. Et je lui dis tout simplement que le peuple togolais est un peuple intelligent. Il trouvera les ressources nécessaires pour changer les choses. Je voudrais dire que de ne jamais penser que c'est les partis politiques qui peuvent résoudre ce problème. Parce que ce n'est pas un problème. À quoi servent les partis politiques? Ils jouent leur rôle, ils animent la vie politique. Juste pour animer. Ils sont en train d'animer. Avec l'idée de conquérir le pouvoir. Mais pas les urnes. Aujourd'hui, les urnes... Puisque vous avez dit que... Oui, mais les urnes ont perdu leur voix. Le bulletin de vote a perdu sa valeur au Togo. Puisqu'il s'agit de ne jamais céder le pouvoir.
Finalement, est-ce que vous n'êtes pas tous dans une sorte de folklore? Ce n'est pas du folklore. Chacun joue sa partition. Nous, notre boulot est un travail idéologique, définitivement. Il faut sensibiliser le peuple pour qu'il comprenne les enjeux. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que M. Javagos doit faire pour faire comprendre aux gens que notre pays est en danger. Que nous sommes tous des Togolais. Nous n'excluons personne. Mais pour l'avenir de notre pays, le pouvoir d'État doit être restitué et qu'en ce moment, on redonne la valeur au bulletin de vote. Mais s'il n'y a pas de valeur, si le bulletin de vote perd sa valeur et que le peuple ne dit rien, alors on aura fait le choix de la servitude volontaire. Tantôt, on a parlé du Ashkroun et de la mission de cette institution. Et vous le savez, le Ashkroun bénéficie malheureusement de plusieurs tonnes de critiques. Vous-même, vous en avez fait il n'y a pas très longtemps. Finalement, est-ce que ces critiques vont bénéficier au travail du Ashkroun ou vont, à un moment donné, bloquer le processus de réconciliation? Non, le problème, c'est que nous ne comprenons pas le Ashkroun. Nous ne le comprenons pas. Le chef de l'État s'est arrangé pour que la responsable du Ashkroun ait plusieurs casquettes. Elle est chargée de la réconciliation, elle est chargée des réformes et elle est médiateur de la République. Qui trop embrasse mal les trains. Est-ce que le chef de l'État mesure la densité du travail à faire? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, est-ce que ce n'est pas juste pour donner l'impression qu'on est en train de faire quelque chose? La décoration du Major Kouloum est là pour nous le rappeler. Le chef de l'État est dans une logique. Cette logique, c'est la perpétuation de son pouvoir que son papa lui a légué et que peut-être il s'apprêtera à léguer si Dieu veut lui arracher la vie à sa descendance. Mais je voudrais lui dire de grâce, le Togo est une république. Avant d'être Togo, c'est une république. Et je lui dis, aussi longtemps que le Togo n'est pas une monarchie, cette attitude n'est pas acceptable. Vive la République, vive le Togo. Le Togo continue et la République, on espère qu'elle va vivre. Cette semaine, c'est pour beaucoup une surprise que CAP 2015 et le groupe des 6 aient signé dans le cadre de vos efforts pour que les réformes aient finalement lieu au Togo. Est-ce que c'est le début de quelque chose? Non, écoutez, vous savez, la classe politique est à l'écoute du peuple. En tout cas de l'opposition au moins. Nous faisons un travail, mais nous n'avons pas voulu faire trop de bruit. Nous visons l'efficacité. Nous avons fait un geste qui est porté à votre connaissance. Ceux qui se préparent, laissons le temps au temps. Vous serez édifiés le moment venu. Je n'ai pas reçu mandat pour m'étaler sur ces questions, devant ce micro. Oui, ce qui est certain, on a vu le communiqué. Et si vous signez un communiqué ensemble, ça veut dire que quelque part, vous envisagez de se mettre soit ensemble, soit de faire des actions ensemble. Et malheureusement que vous nous dites que vous n'avez pas mandat pour parler de ce qui est en train de se préparer. Mais est-ce que le peuple peut commencer par espérer? Voilà, c'est ce genre de situation qui m'oblige à ne pas parler. Je dis tout simplement, laissons le temps au temps. Tout ce qui se fait, nous visons l'efficacité. Nous avons déjà démontré qu'on peut faire quelque chose ensemble. Le moment venu, tout le peuple togolais sera édifié. Votre travail, c'est notamment pour cette semaine, les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous avez fait allusion tantôt à ce qui s'est passé. Il y a la députée Maître Isabelle Améganvé qui a parlé de coup de force. Est-ce que vous vous inscrivez dans le même discours? Oui, c'est pour ça que je dis que nous avons des dirigeants qui refusent de nous écouter. Imaginez un seul instant que individuellement, chaque député, nous avons écrit une lettre, individuellement, pour leur dire de mettre le Togo au-dessus
et de faire les réformes urgentes telles que préconisées et par l'APG et par la CBJR. On nous a dit par ailleurs même que le HCRUN aussi avait identifié ces réformes comme les réformes urgentes. Quand vous avez écrit ces lettres, que vous ayez lu cette lettre, et que vous rentrez dans une salle, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de montrer une attitude désinvolte, juste par calcul politicien. Il n'ont qu'à savoir que nous sommes des soupapes, les partis politiques. Quand ces soupapes vont sauter, nous serons tous balayés. Ils n'ont qu'à faire extrêmement attention. Ce n'est pas une menace. Parce que je l'ai dit, je suis foncièrement pacifique. Je ne veux en aucune manière la violence dans mon pays. Mais en fait, à vous écouter aujourd'hui, vous semblez être débordé. Là. Oui, je suis débordé. Et j'estime que ce qui se prépare là, à partir du moment où les gens ont fermé les oreilles et les yeux sur la souffrance de ce peuple et font ce qu'ils veulent, il est à craindre que nous connaissions des lendemains qui ne seront pas très gais. Et c'est dommage. Quand vous parlez de lendemain, dans certains milieux, ce lendemain-là, on l'imagine dans l'organisation d'un référendum pour justement faire asseoir des questions de réforme politique. Est-ce que vous avez entendu parler des réformes, du référendum? Non, je n'ai pas entendu parler de référendum. J'ai cru entendre le leader de l'UFC faire allusion au référendum, mais le chef de l'État n'a jamais parlé de référendum. Le chef de l'État n'a jamais parlé de référendum, mais de plus en plus de voix parlent de référendum. Non, si c'est juste pour conditionner le peuple, référendum pour faire quoi? Pour une nouvelle république? C'est-à-dire, le chef de l'État veut façonner sa république à elle aussi, après que son papa ait façonné la sienne. C'est ça qu'il veut nous faire faire. Mais tout ça là, vous savez, dans mon milieu, on dit, c'est la maladie qui va emporter quelqu'un qui le bouche les oreilles. Je n'en dirai pas plus. Oui, ce que vous venez de dire, on l'a compris, mais c'est pas nouveau, ce que vous venez de dire. Oui, ce n'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que tu voulais que moi je dise, M. Pierrot? Ce n'est pas nouveau. Mais c'est ça, ça veut dire que je suis constant. Je suis constant dans ma pensée et dans ma manière d'agir. Je dis, je veux que mon pays vive en paix. Et pour cela, ceux qui ont l'impérium, ceux qui le dirigent, ont pris une mauvaise direction. Ils n'ont qu'à s'orienter autrement pour que nous vivions en paix. Et je continue de le dire. Environ 6 Si on avait dit ça quelque temps auparavant à M. Blaise Compaoré, il pensait qu'il était tout puissant. Mais il est où là? Il a dû changer de nationalité, s'il vous plaît. Le Blaise Compaoré, c'est le Burkina. Nous allons parler du Togo et parlons des 6 milliards environ de francs CFA qui c'est un financement saoudien pour les universités du Togo. Doit-on dire ouf ou pas? Vous savez, ça me fait sourire parce que dans un pays, l'éducation est prioritaire. Monsieur Pierrot, vous avez fait vos études et aujourd'hui vous animez, vous gérez une structure qui m'accueille. Si vous n'avez pas cette qualification, peut-être qu'on aurait eu du mal pour trouver quelqu'un pour le faire. Mais mon pays ne veut se mettre en exergue nulle part. Je sais que dans les années 75, le général Eyadema avait dit les intellectuels. Il avait avilé les intellectuels. Ils ont même fait campagne avec le RPT dans les localités pour dire ce n'est pas une question d'aller à l'école, etc., etc. Certains enfants ont abandonné l'école pour ça. Moi, je connais des amis, des gens que j'ai encadrés en tant qu'enseignant, qui ont abandonné l'école, qui m'ont dit, bon, quand les voulets fritités sont venus nous dire ceci, voilà. Parce que le général Eyadema avait une aversion pour les intellectuels. Donc, moi, j'estime que M. Faure Gnassingbé est allé à l'école. Il est allé à l'université, peut-être la plus prestigieuse. Je n'en sais rien. Mais il doit donner la priorité à l'éducation. Les conditions dans lesquelles l'université au Togo vit là, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une histoire de 6 milliards. Venant d'où encore d'autres personnes.
Ça veut dire que le Togo, son budget ne peut pas dégager 6 milliards pour entretenir nos universités. Mais écoutez, tout être humain peut être susceptible d'être malade. Et donc, la première chose à donner à un pays, c'est les conditions pour se soigner. Aujourd'hui, on a... Mais écoutez, monsieur Pierrot, je ne vous laisse pas parler. Je vous dis, je suis choqué, estomaqué quand je vais dans ces centres de santé dans mon pays et que les gens vivent dans la... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que moi ou lui, je veux dire, entre guillemets, lui peut prendre l'avion pour se soigner en Israël ou ailleurs, mais il n'a qu'à penser aux Togolais aussi. Mais moi, je ne sais pas. Finalement, notre argent sert à quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que cet argent est suffisant? Si c'est suffisant, pourquoi est-ce qu'on va chercher de n'est l'argent ailleurs? Mais ce pays est riche. Je voudrais vous rappeler que ce pays, déjà au temps allemand, les Allemands n'ont pas investi un rond, un penny. Dit Mouster colonie, ça veut dire quoi? Colonie modèle. Le Togo, c'est autosuffit. Nous avons des richesses minières. Nous avons notre sol. Nous pouvons cultiver. Nous avons des capacités pour rendre des services. Le Togo est une place financière. Alors, comment est-ce que tout ça n'arrive pas à produire suffisamment de ressources pour gérer et faire fonctionner, faire avancer et lutter contre la pauvreté? Mais c'est ça que nous ne comprenons pas. Mais à partir du moment où vous dites que c'est vous seul qui allez le faire, et depuis 50 ans, vous ne voulez même pas laisser la possibilité à d'autres personnes de le faire pour qu'on puisse comparer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a une situation que peut-être moi je ne comprends pas à vous écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui arrivent vers Lomé. Beaucoup de financements. Si quelque part il y a de l'argent sur place, je ne sais pas pourquoi autant de financements prennent la direction de Lomé. Est-ce que finalement on doit applaudir parce qu'il y a autant de financements qui arrivent ici ou plutôt s'en inquiéter? Il faut s'en inquiéter. D'abord, si vous dites qu'il y a beaucoup de financements qui vont vers Lomé, nous ne voyons pas le résultat. Donc, il faut s'inquiéter. Deuxième chose, s'il y a des financements qui viennent à Lomé, je ne pense pas que les gens sont en train de faire des cadeaux au Togo. Le taux d'endettement par rapport au PIB est à 80%, ce qui n'est pas normal. Pour un pays qui a bénéficié du PPTE, il y a combien d'années? Même pas 5 ans. Ce n'est pas raisonnable. Nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Vos enfants, les miens, le leur aussi. Mais ce n'est pas possible, c'est incroyable, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si on dit on prête de l'argent, on va emprunter de l'argent, on emprunte de l'argent parce que l'argent vient, mais les gens savent que vous devez les rembourser. Mais il arrivera encore un moment, si ce n'est déjà le cas, on sera en cessation de paiement. Si on a de l'argent, pourquoi la route de Haroteux jusqu'à Vaughan et tout ça reste toujours en l'état? À supposer qu'il y a eu malversation, d'accord, mais au moins, l'orgueil de chef d'État de se ressaisir pour dire, bon, ben, puisqu'il y a les financements qui viennent, comme vous venez de le dire, je mets une partie de ce financement pour faire ça, pour que les Togolais se taisent. Il n'en est rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que ça se fait? Les financements, oui, sont destinés... Ou bien c'est des cadeaux qu'on fait au prince. Si c'est des cadeaux qu'on fait au prince, je ne sais pas. Ah oui, dans ce cas, ce n'est pas pour le Togo. Oui, mais les tout derniers sont destinés à l'université, c'est pas, pas pour faire les routes. Bon, ok. Monsieur Pierrot, vous et moi, nous sommes là. Si Dieu nous garde vie, je ne sais pas combien de temps ça va durer ce projet. On ira faire un tour à l'université de Kara et à l'université de Lomé et on verra si les 6 milliards ont amélioré le sort des étudiants. Justement, comment faire pour que le financement qui arrive dans notre pays soit judicieusement géré? C'est une question de gouvernance. C'est une question de gouvernance. Mais je vous ai déjà dit que le système qui nous gouverne n'a pas d'idéologie. L'idéologie, le soubassement, c'est la confiscation du pouvoir. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui peut concourir à conforter la situation actuelle de confiscation du pouvoir, c'est pourquoi on travaille. Le plan dont on parle, quels sont les plans? On nous dit que nous sommes dans un mandat social. Le mandat social, il est où? Monsieur Pierrot, vous et moi, on a échangé avant d'entrer dans ce studio. Mais la misère est ambiante. Les entreprises sont en train de fermer. Les hôpitaux sont dans le délabrement total. Même l'hôpital de référence. Qui doit être un bijou. Quand chacun va, il sait au moins que si on vous amène là-bas, il n'y a même pas le minimum. Bon, l'argent sert à faire quoi? Au moins avant, on savait que le général Yadema utilisait l'argent pour faire danser les gens. Mais ici, on ne danse même plus. L'argent va où? Vous voulez ressusciter les danses?
Je ne veux pas ressusciter les dents, c'est pour montrer les travers d'un système qui nous a servi depuis 50 ans. Nous allons vous donner la possibilité de prier pour le Togo, puisque visiblement vous écoutez aujourd'hui, vous avez dénoncé un certain nombre de choses, notamment la gouvernance politique, économique et sociale. Pour conclure cette émission, quelles sont vos prières pour le Togo? J'ai deux choses à dire. La première chose, je m'adresse au Major Kouloum pour lui dire que c'est un citoyen comme nous. Il est présumé innocent. Mais quand on dit de quelqu'un qui est présumé innocent, c'est qu'il est présumé coupable. C'est la même chose. C'est une question de verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je veux qu'il soit blanchi. Et il a deux attitudes à avoir. La première attitude, c'est que il essaie de démontrer qu'il fasse tout, pourquoi pas devant la justice, de montrer qu'il n'a rien fait, qu'il est innocent. Il aura de la grandeur. Deuxième chose, il faudrait alors, s'il pense qu'il a fait quelque chose, qu'il demande pardon. Après, il peut prendre tous les grades possibles. Deuxième message, ça s'adresse au chef de l'État lui-même. Je voudrais lui dire solennellement ce matin de se déconnecter de l'idéologie de son père, qui a voulu que le pouvoir, il ne doit pas le donner. Ça ne leur appartient pas. Le Togo est une république. Il a déjà fait bientôt 15 ans, c'est largement suffisant. Il a donné le meilleur de lui-même, qu'il laisse la chance au Togo de se développer dans de bonnes conditions et non nous pousser dans la racke, c'est-à-dire dans la violence. Je remercie Pascal Adoko. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la Convention démocratique des peuples africains. Cette émission, elle s'achève. Merci à Venceslas Bouga Koudoyo. Il était à la technique. Je suis Pierrot Atiogbe. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.